On voit le Suaire en négatif. Comme Jamie, affichez-en une image. C'est très étrange. On y voit les marques de fouet sur son corps. On y voit ses traits. On y voit les trous à l'endroit où il a été crucifié, là où il a été transpercé. Le Suaire n'était ni une peinture, ni une brûlure, ni une photographie. Barry Schwartz, les mains tremblantes, fixait le rapport ADN. Un froid sentiment d'incrédulité l'envahissant. Après 40 ans d'études du Suaire de Turin, il pensait avoir percé tous ces mystères. Il se trompait. Les données génétiques extraites des fibres anciennes ne correspondaient à aucune de leurs attentes. Elles ne provenaient pas de personnes ayant manipulé le Suaire en Europe médiévale. Elles ne correspondaient pas aux restaurateurs italiens. Elles n'étaient même pas compatibles avec celles des populations de Palestine à l'époque romaine. Au lieu de cela, le laboratoire a découvert des marqueurs ADN dans des régions qui n'avaient aucun sens. Des séquences si étranges que 3 généticiens indépendants ont refusé d'approuver le rapport final. Lorsque Schwartz a finalement demandé à la chercheuse principale à quoi ils avaient réellement affaire, sa réponse l'a glacé. Barry, honnêtement, je ne sais pas. Personne ne le sait. Et pour être franche, certains de mes collègues ne veulent même pas le savoir. C'est alors que Schwartz a ressenti une prise de conscience plus profonde et plus troublante. La communauté scientifique n'était pas seulement perplexe face à ces preuves, elle les craignait. Mais voilà le point crucial. Pour comprendre pourquoi cette découverte d'ADN suscite une panique silencieuse dans les laboratoires de recherche, il faut d'abord savoir comment un photographe juif profondément sceptique est devenu la plus grande autorité mondiale sur la relique la plus controversée de l'histoire. Car ce que Schwartz a mis au jour au cours de 4 décennies d'études du Suaire de Turin correspond exactement au type de preuves que les institutions puissantes préféreraient garder cachées. Après 3 années de recherche intensive, notre équipe a enfin publié ses résultats dans des revues scientifiques à comité de lecture. Réfléchissez-y un instant. Quiconque a retiré ce linceul du tombeau a tout risqué. Le prendre aurait été aussi dangereux que de se tenir aux côtés de Jésus lui-même. Les soldats romains exécutaient des gens pour bien moins que cela. Maintenant, posez-vous la question honnêtement, risqueriez-vous la crucifixion pour sauver un simple morceau de tissu d'un voisin? Ou ne prendriez-vous un tel risque que pour quelqu'un dont vous croyez sincèrement qu'il a vaincu la mort? L'existence même de ce tissu suggère quelque chose de puissant que les livres d'histoire abordent rarement. Tout a commencé en 1978. Barry Schwartz était une étoile montante de la photographie technique, le genre d'expert auquel la NASA confiait ses travaux d'imagerie les plus sensibles. Aussi, lorsqu'un groupe de scientifiques américains de renom lui demanda personnellement son aide pour un examen confidentiel du Suaire de Turin, sa première réaction fut l'incrédulité. En fait, il faillit même en rire. Il était persuadé qu'il ne s'agissait que d'un faux médiéval, une habile peinture réalisée par un artiste de talent. Il s'imaginait déjà en Italie, tous frais payés, décelant des coups de pinceau évidents en quelques heures et de retour chez lui 1 semaine plus tard. Un voyage gratuit en Europe. Mystère résolu. Carrière inchangée. Il en plaisantait même lors de conférences, balayant l'affaire d'un revers de main avec une remarque sarcastique qui allait le poursuivre pendant les 40 années suivantes. Mais à son arrivée à Turin, un événement inattendu se produisit. Il ne s'y attendait absolument pas. L'image sur le Suaire était indéniablement différente, quelque chose que nous n'avions jamais vu auparavant. Elle ne ressemblait à aucune image connue de l'histoire. L'équipe a travaillé sans relâche pendant 5 jours et 5 nuits exténuantes, dormant à peine, enchaînant les expériences sur l'étoffe ancienne. Schwartz a tout documenté avec soin. Chaque fibre microscopique, chaque marque étrange, chaque détail impossible tissé dans le tissu. Et lentement, presque sans qu'il s'en aperçoive, la couleur commença à disparaître de son visage. Il n'y avait aucune trace de pinceau, aucun pigment. Aucune trace d'aucune méthode artistique connue de quelque époque que ce soit de l'histoire de l'humanité. L'image saisissante du Suaire de Turin n'a pas été peinte. Elle n'a pas été brûlée ni carbonisée. Elle n'a pas été créée par la photographie ni par aucune autre technologie identifiable. Logiquement, elle ne devrait pas exister. Et pourtant, elle a existé. Voici ce qui rend la situation encore plus troublante. Schwartz a tenté d'abandonner le projet à 2 reprises. Il se disait que ce n'était pas à lui de résoudre le problème. Après tout, il était juif. Pourquoi s'intéresserait-il à une relique chrétienne vieille de 200 ans, alors que le Suaire semblait le retenir, quelque chose le ramenait sans cesse en arrière? Puis tout a basculé avec l'arrivée de Don Lin. C'est là que les choses ont pris une tournure plus sombre et mystérieuse. Lin n'était pas un scientifique comme les autres doté d'un CV impressionnant.
Il avait participé à la légendaire mission Voyager et à la mission révolutionnaire Galileo. Il était l'un des meilleurs experts en imagerie de la NASA, au sein du prestigieux Jet Propulsion Laboratory. Quand Don Lin prenait la parole, on l'écoutait. Lors d'une réunion de planification intense, Schwartz finit par poser la question qui le taraudait « Pourquoi suis-je ici? Je ne suis qu'un juif sans aucun lien avec tout ce qui touche à la religion. » La réponse calme de Lin le frappa de plein fouet. « Jésus était juif lui aussi, » dit Lin simplement. Puis il se pencha plus près, baissant la voix. Peut-être que Dieu voulait l'un des siens dans cette équipe. Schwartz sentit un frisson lui parcourir les chaînes. L'atmosphère de la pièce changea instantanément et Lin n'en avait pas fini. Il conseilla à Schwartz de se rendre à Turin, de donner le meilleur de lui-même et de croire qu'un dessein plus grand se révélerait en temps voulu. Ces simples mots changèrent tout. Il était loin de se douter qu'il s'engageait dans un mystère qui allait occuper le reste de sa vie. Plus tard, Schwartz fit une révélation troublante. Il commença à penser que beaucoup de chrétiens n'étaient pas informés de toute la vérité concernant le soir de Turin. Mais l'analyse d'images choquantes n'était que le début. Pendant les 3 années intenses qui suivirent, l'équipe réalisa tous les tests scientifiques possibles. Leur objectif était simple, prouver que le tissu était un faux, publier les résultats et poursuivre leur carrière. Au lieu de cela, ils se sont heurtés à des impasses les unes après les autres. Ni peinture, ni colorant, ni traces de brûlure, ni produits chimiques photographiques d'aucune époque. Rien qui puisse expliquer la formation de l'image. Et voici ce que la plupart des gens ignorent, ils n'ont pas seulement échoué à identifier la méthode. Grâce à des recherches rigoureuses, évaluées par des pairs et publiées dans d'importantes revues scientifiques, ils ont démontré un fait bien plus troublant, aucune technologie connue. À quelque époque que ce soit de l'histoire de l'humanité, n'aurait pu reproduire une image présentant de telles caractéristiques. Réfléchissez-y, l'humanité peut envoyer des robots sophistiqués sur Mars. Nous avons cartographié l'intégralité du génome humain. Nous pouvons scinder les atomes. Et pourtant, nous sommes toujours incapables de reproduire l'image mystérieuse sur ce tissu même avec les technologies modernes. Lorsque l'équipe a finalement publié ses résultats complets, la réaction de la communauté scientifique fut étrange. Ni indignation, ni débat, juste un silence pesant. Aucune réfutation majeure, aucune riposte décisive, juste un calme profondément inquiétant. Aucun effort académique sérieux n'a été entrepris pour contester ou démanteler leurs recherches rigoureuses. Au lieu de cela, un silence étrange et pesant s'est installé, aucun débat d'envergure. Aucune réfutation convaincante, juste un malaise comme si une personne influente avait refusé de le faire. Il ne voulait pas que la conversation aille plus loin. C'est là que l'histoire de Schwartz prend une tournure profondément personnelle, car même après avoir vu toutes ces preuves de ses propres yeux, il refusait toujours de croire que le soir de Turin était authentique. Pendant 18 longues années, il a résisté aux conclusions mêmes auxquelles ses recherches le menaient. La raison, le sang. Les taches sur le tissu paraissaient encore rouges. Or, quiconque possède des connaissances de base en criminalistique sait que le sang séché prend généralement une teinte brune foncée quelques heures après avoir été exposé à l'air. Ce simple détail a maintenu Schwartz dans un scepticisme inébranlable. À ses yeux, c'était la preuve irréfutable que quelque chose clochait. Mais tout a basculé en 1995. Après des années de résistance intérieure, Schwartz reçut un appel téléphonique qui allait complètement bouleverser sa compréhension du soir. À l'autre bout du fil se trouvait le Dr. Schwartz, expert en sang de renommée mondiale, Alan Adler, et il détenait la réponse à la question qui avait empêché Schwartz d'accepter l'authenticité du tissu. À l'autre bout du fil se trouvait le Dr. Alan Adler, biochimiste formé à Harvard. Expert mondialement reconnu en chimie sanguine et comme Schwartz, chercheur juif aux références irréprochables. Quand Adler a évoqué les preuves sanguines, les gouvernements et les grandes institutions ont prêté attention. « Barry », a dit Adler, sa voix habituellement calme se faisant tendue et grave. Les échantillons de sang prélevés sur le suaire contiennent des taux extrêmement élevés de bilirubin bien supérieurs à la normale. Schwartz marqua une pause perplexe face à ce terme technique. Qu'est-ce que cela signifie? Ellen expliqua Adler avec précaution. Lorsqu'un corps humain subit un traumatisme extrême et prolongé, des coups brutaux de violentes flagellations, des piqûres d'épines acérées et en dernier recours, la crucifixion, il entre en état de choc. Dans cet état, le taux de bilirubin augmente considérablement. Le foie est saturé et ne peut plus la traiter suffisamment rapidement.
Le sang saturé de bilirubine reste rouge vif. Elle ne s'assombrit pas avec le temps. Schwartz sentit un frisson. Son esprit passa en revue des années de recherche. La réponse était sous ses yeux depuis près de 20 ans. Il lui manquait simplement les connaissances biochimiques pour l'interpréter. À cet instant, ses derniers doutes s'évanouirent. Le suaire de Turin n'était pas seulement possiblement authentique. Elle correspondait parfaitement à ce qu'on avait toujours affirmé être le linceul de Jésus de Nazareth. Mais la suite fut encore plus troublante, car l'aspect le plus troublant de l'enquête ne provenait ni de l'imagerie ni des analyses sanguines, mais de la génétique. Un aspect que la communauté scientifique aborde rarement ouvertement. Lorsque les chercheurs ont enfin extrait de l'ADN exploitable des fibres anciennes du suaire, ils s'attendaient à un résultat classique des siècles de contamination. Des Européens, des moines du Moyen Âge, des restaurateurs de la Renaissance, des conservateurs italiens. Mais ce ne fut pas le cas. Les résultats génétiques étaient profondément déconcertants. Les séquences ont révélé des marqueurs génétiques provenant de multiples régions du monde totalement différentes. On y trouvait des traces du Moyen-Orient, ce qui était logique, mais aussi des marqueurs inattendus d'Asie du Sud, d'Afrique du Nord et d'autres populations anciennes, qui ne devraient pas se retrouver tous ensemble sur un même tissu censé provenir de Jérusalem au 1er siècle. Et voici ce qui a le plus perturbé les chercheurs. Les motifs observés ne semblaient pas être le résultat d'une contamination aléatoire due à des siècles de manipulation. Ils étaient trop spécifiques, trop distincts géographiquement et trop intentionnellement répartis sur le tissu. Cela ne ressemblait pas au mélange habituel que l'on attendrait d'un contact historique. Lors de conversations privées, certains généticiens ont admis n'avoir jamais rien vu de tel. L'ADN ne correspond à aucun modèle scientifique établi. Il ne s'agit ni d'une manipulation naturelle, ni d'un déplacement historique connu, ni d'une contamination typique. C'est une preuve qui reste difficile à expliquer même pour ceux qui étudient de près le suaire de Turin. Certains chercheurs éminents ayant participé à l'analyse hésiteraient à publier leurs conclusions complètes, ce qui soulève une question troublante. Pourquoi des scientifiques sérieux retiendraient-ils des données? La position académique officielle persiste à affirmer que le suaire de Turin n'est rien de plus qu'un faux médiéval créé par un artiste inconnu. Pourtant, cette position est difficilement compatible avec les faits. Des analyses sanguines révélant un traumatisme physique extrême, un processus de formation d'images qu'aucune technologie connue ne peut reproduire, et des résultats ADN qui soulèvent plus de questions qu'ils n'apportent de réponses. On a presque l'impression que la conclusion a prévalu et que l'on s'attendait à ce que les preuves s'y conforment. Mais les données ne corroborent pas ce scénario. Depuis des années, des idées alternatives circulent discrètement parmi les chercheurs. Certains scientifiques évoquent lors de discussions privées des marqueurs génétiques qui ne correspondent à aucune base de données de population connue. D'autres évoquent des séquences qui semblent fragmentées ou inhabituelles sans lien avec le vieillissement ou la dégradation biologique normale. Ce qui a changé, c'est que les sceptiques ne proposent plus systématiquement d'explications contraires convaincantes. Dans certains cas, ils évitent tout simplement le sujet. Peut-être parce qu'une analyse approfondie des données ADN pourrait soulever des questions auxquelles la science officielle n'est pas encore prête à répondre. Et si les données génétiques suggéraient que le tissu est plus ancien qu'on ne le pense? Et si ces anomalies révélaient des lacunes dans notre compréhension des migrations ou de l'histoire des populations anciennes? Et si certains experts se penchaient discrètement sur ces possibilités depuis des années incertaines de la réaction du public? Ces idées ne proviennent pas toujours de voix marginales, dans certains cas. Elles émergent de débats en cours et de questions non résolues qui continuent d'entourer l'une des reliques les plus étudiées au monde. Il ne s'agit pas de spéculations hasardeuses, mais de questions sérieuses soulevées par des chercheurs reconnus lors de discussions professionnelles privées. Le genre de conversations délicates qui sont rarement publiées dans des revues à comité de lecture. Après avoir constaté à quel point la perception du public pouvait être facilement influencée par des titres sensationnalistes, Schwartz s'est profondément inquiété. De nombreux articles de presse concernant le suaire de Turin étaient trompeurs et certains étaient tout simplement faux. Il prit donc une décision qui allait marquer le reste de sa vie. En 1996, il créa Shroud.com de toutes pièces, au fil du temps. Ce site devint la plus grande et la plus complète archive scientifique consacrée à la recherche sur le suaire. Partout dans le monde, des millions de personnes le consultent chaque année à la recherche d'informations fiables. Fait remarquable, le site prospérait bien avant que Google ne devienne un nom familier. Schwartz refusait toute publicité.
Il déclinait les parrainages, les financements d'entreprises et toute influence commerciale ne proposant que des données scientifiques brutes, librement accessibles à quiconque souhaitait les examiner avec honnêteté. En 2009, il est allé plus loin en fondant l'Association pour l'éducation et la recherche sur le suaire de Turin, une organisation à but non lucratif. Sa mission était simple: préserver les preuves et rendez-les accessibles aux générations futures de chercheurs. Au fil des ans, nombreux furent ceux qui s'interrogèrent sur ses motivations. Pourquoi un Juif consacrerait-il sa vie à la protection de preuves controversées liées à Jésus? Sa réponse demeura immuable. Elle était toujours simple et directe. « Mon travail n'est pas de dire aux gens ce qu'ils doivent croire », disait souvent Schwartz. « Ma responsabilité est de veiller à ce que les preuves scientifiques perdurent. » Mais il y a aussi un aspect profondément personnel à cette histoire qu'il a rarement évoqué dans ses interviews. L'enquête n'a pas seulement façonné sa carrière, elle l'a transformée. Après des décennies passées à présenter ses recherches à travers le monde, quelque chose a changé. Les gens ont cessé de l'interroger sur le suaire de Turin lui-même. Ils ont commencé à lui poser une question bien plus personnelle. « Que crois-tu maintenant, Barry? » À 50 ans, pour la première fois de sa vie, il dut affronter une question qu'il avait toujours évitée depuis l'enfance. Élevé dans une famille juive orthodoxe très pratiquante, entouré de sa famille élargie et de traditions scrupuleusement respectées, il avait pourtant passé des années à l'âge adulte à rejeter la foi comme une simple superstition. Pourtant, au cours de cette longue enquête, un événement inattendu s'est produit. En examinant honnêtement son propre cœur, il a découvert quelque chose qu'il n'avait pas anticipé. Dans ses propres mots empreints de calme et de réflexion, « J'ai été stupéfait de réaliser que Dieu avait toujours été là, attendant simplement que je me retourne et que je le remarque. » Barry Schwartz n'a jamais cherché à prouver quoi que ce soit sur la religion. Il était simplement un photographe qui a suivi les indices où qu'ils le mènent. Et ce chemin le conduit là où la science moderne peine encore à expliquer, là où de puissantes institutions s'inquiètent et où de nombreux chercheurs hésitent à poser ouvertement des questions. L'analyse sanguine révèle un traumatisme physique extrême. L'image elle-même reste inexplicable par toutes les technologies connues, et les résultats inhabituels de l'analyse ADN, c'est ce que certains scientifiques admettent discrètement être le plus difficile à comprendre, en fin de compte. Tout se résume à une question fondamentale: le suaire de Turin est-il une preuve matérielle authentique liée à la résurrection? Ou s'agit-il de la création artistique la plus sophistiquée de l'histoire de l'humanité, réalisée grâce à des méthodes que nous ne sommes toujours pas capables d'identifier ni de reproduire? Les deux hypothèses ont des implications considérables. J'aimerais connaître votre avis sincère. Que pensez-vous de ces éléments? Partagez votre point de vue dans les commentaires ci-dessous. Et si l'histoire méconnue et les mystères rarement abordés dans les médias traditionnels vous intéressent, abonnez-vous et activez les notifications, ce n'est que le début.